Voilà, nous sommes au cinéma Gaumont d'Amiens, où nous avons été invités par Tahar Ben Redjeb, au festival du film archéologique d'Amiens. Et donc voilà, donc on a un superbe cinéma. On va projeter notre film, le Ramasséum 2021. Voilà, donc, un super écran, donc on est très contents. Et encore merci à Tahar. Donc ce soir, la soirée sera animée par Amandine Marchal, égyptologue renommée bien connue. Donc je te laisse la parole. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être là. Bienvenue donc ici pour cette soirée sur l'Égypte. On va vous proposer 3 documentaires. Donc un premier documentaire qui a été réalisé par Pascal Pelletier. Donc il va nous plonger directement sur un site de fouille, le site du Ramasséum, où j'ai eu le plaisir et le bonheur de travailler pendant plusieurs années. Donc un site qui est au pied de la montagne Tébène, donc on est en face de Luxor, site qui est fouillé depuis plusieurs années par le docteur Christian Leblanc. Ensuite il y aura un court documentaire voilà, que je vous propose, qui est issu de ma chaîne sur YouTube, qui s'appelle Toutankatube, et un dernier documentaire très intéressant sur une ville très importante de l'Égypte ancienne, qui s'appelle Héliopolis. Alors malheureusement, comme pas mal de cités, lorsqu'on n'a plus beaucoup de restes archéologiques, eh ben, elle passe un petit peu à la trappe, ne serait-ce qu'au niveau du grand public. Donc là, on a des fouilles, notamment allemandes, qui ont réhabilité ce site. Et donc vous verrez, c'est vraiment un documentaire très intéressant. Donc je vais passer la parole à Pascal Pelletier, qui va dire quelques mots pour vous introduire son film. Merci Amandine. Bonsoir à tous. Donc je remercie les responsables de ce festival, et notamment Tahar Ben Redjeb, d'avoir sélectionné notre documentaire. Merci beaucoup. Cela nous honore, nous fait un immense plaisir et valorise d'autant plus notre travail que ce film que vous allez voir ce soir est produit par et pour une association. L'équipe de tournage en est d'ailleurs membre, il s'agit de l'association pour la sauvegarde du Ramasséum. Pour ceux qui l'ignorent, le Ramasséum est le temple de millions d'années de Ramsès II sur la rive ouest de Luxor, comme l'a dit Amandine. Pouvoir réaliser un documentaire associatif sur un chantier de fouilles en Égypte est exceptionnel et peut-être même unique. Nous devons ce privilège au président de l'association, qui est aussi le directeur de la mission archéologique française de Thèbes Ouest, le grand égyptologue Christian Leblanc, qui est avec nous ce soir. Christian restaure, valorise et fouille le temple de Ramsès II depuis plus de 30 ans, un travail pharaonique. Depuis 3 années maintenant, il permet aux membres de notre équipe de tournage, qui font partie de la mission, de pouvoir réaliser des images et des interviews des égyptologues, des restaurateurs, des épigraphes, des anthropologues, des tailleurs de pierre et surtout de côtoyer les ouvriers égyptiens qui travaillent avec Christian, pour certains depuis plusieurs décennies. C'est dans le contexte très particulier lié à la pandémie mondiale que Marie Griot, Daniel Lefebvre et moi-même avons réalisé ce documentaire au mois de février 2021. Il vous fera partager la vie quotidienne d'un chantier de fouilles sur la rive ouest de Luxor. Vous allez découvrir les différentes facettes du travail qui permet au temple de retrouver son identité, tant dans ses secteurs de pierre que dans ceux de briques crues. Vous allez pénétrer dans les entrailles de la tombe d'un dignitaire du Moyen-Empire, un certain C.T. Pibré, mis au jour en 1896 par James Quibell et redécouverte par Christian en 2019. Vous allez vous glisser dans des puits funéraires. Si nous nous sommes appliqués à restituer la passion, la pédagogie et le professionnalisme des intervenants, nous avons également accordé une grande place au travail et à l'implication des ouvriers du chantier. Ce documentaire est un film amateur, mais à réaliser avec tout notre cœur. Merci. Et bon film. La 32e campagne a commencé finalement le 2 janvier. Donc il s'agit bien sûr d'une campagne de la mission archéologique française de Thèbes Ouest.
avec le Centre d'études et de documentation sur l'ancienne Égypte et bien sûr l'Association pour la sauvegarde du Ramesséum. Nous avons pu quand même ouvrir un certain nombre de chantiers. Alors, ah bah oui, parce que c'est un nouveau défunt que l'on trouve dans cette tombe. C'est un retour dans l'éternité pour l'ensemble de ces ossements. Nous avons trouvé 2 éléments significatifs. Maintenant, il y a 4 boîtes complètes pour le fragment de chaque type. Ceux-là sont en place puisqu'on a la correspondance avec le dessin du dessous. Et c'est vrai que moi, quand ça chante, je sens que ça se passe bien. On a un fragment de visage. La gestion de la fouille est aussi importante que la fouille elle-même. Moi j'aurais une première question, c'est comment est constituée l'équipe de fouilles? Je suppose que c'est des fouilleurs qui reviennent année après année. Tout à fait. Parce que ça a l'air d'être quand même assez hiérarchisé. Oui, c'est une équipe tout à fait homogène, alors qui comprend évidemment plusieurs partenaires venant parfois soit d'institutions comme le CNRS ou alors d'universités, bien sûr, ou alors d'organismes égyptiens, notamment, qui relèvent du ministère des Antiquités. Voilà. Donc là aussi, comme vous avez pu le voir, il y a une véritable pluridisciplinarité sur le chantier, ce qui veut dire qu'on fait appel non seulement à des égyptologues, des archéologues, des anthropologues, des tailleurs de pierre, des restaurateurs, des conservateurs. Donc il y a tout un panel, finalement, de participants. Donc français, égyptiens, mais qui peuvent aussi être d'autres nationalités, puisque nous avons aussi toute une série de membres qui viennent d'Italie, notamment, ou encore d'Argentine. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de personnes derrière le chantier? Oui, alors, il y a d'abord, bien sûr, tous les intervenants étrangers qui viennent, donc là, ça peut être à peu près une vingtaine, entre 20 et 25 personnes. Et puis, il y a tous les ouvriers techniciens de chantier égyptiens, et là, c'est à peu près 140 personnes. Donc ce sont des missions qui durent 2 mois pleins, parfois un peu plus d'ailleurs, et qui finalement, évidemment, financièrement coûtent très cher. Parce que non seulement la France, l'association du Ramesséum, puisque c'est elle qui finance ces travaux, doit finalement financer non seulement les matériaux qui doivent servir à la restauration, mais nous devons prendre en charge aussi, bien sûr, l'ensemble des salaires qui sont versés au personnel égyptien qui travaille sur le chantier. Donc quand on a à peu près 140 ouvriers de chantier, donc il faut verser les salaires, plus les assurances sociales bien évidemment, et puis aussi tout ce qui concerne, si vous voulez, le personnel égyptien venant du Caire, notamment lorsqu'il s'agit d'inspecteurs des antiquités ou autres. Donc toutes ces personnes sont à notre charge également pendant la mission. Donc c'est vrai que ce sont des missions qui coûtent quand même très cher, en fait, et qui sont entièrement prises en charge par la partie française, même s'il s'agit d'une véritable coopération scientifique franco-égyptienne, parce qu'il faut savoir aussi que les travaux que nous menons au Ramesséum viennent, si vous voulez, à la suite d'une très longue tradition, d'une relation très amicale et très ancienne sur le plan scientifique entre l'Égypte et la France. Vous savez, puisque c'est à partir des années 60, lorsqu'il y a eu la fameuse grande campagne de sauvegarde des monuments de la Nubie, qu'est née cette collaboration franco-égyptienne en archéologie. Donc après la sauvegarde des monuments de la Nubie, bien sûr les équipes se sont reportées vers Thèbes, c'est-à-dire la Luxor actuelle en quelque sorte, et là il y a eu pendant un certain nombre d'années des travaux de recherche qui ont été faits notamment dans la montagne thébaine, mais aussi dans la vallée des Reines. Donc là c'était à ce moment-là
cette équipe était dirigée par Christian Desroches-Noblecourt. Et lorsque Christian Desroches-Noblecourt a pris sa retraite en 1983, c'est donc moi qui ai pris le relais en quelque sorte. Et alors une fois que nous avons terminé toutes les recherches dans la vallée des Rennes, eh bien nous avons pris en charge un autre chantier archéologique qui était donc le Ramesséum. Donc un autre type de recherche bien sûr, puisque là on laissait une nécropole royale et princière pour s'occuper plus particulièrement d'un temple avec ses dépendances. Et là il s'agissait surtout, évidemment, dans le contexte de la recherche archéologique, de mieux comprendre quels étaient ces fameux temples qu'il y avait sur la rive gauche de Thèbes, et notamment des temples qu'on appelait pendant très longtemps des temples funéraires, alors que les anciens Égyptiens les appelaient plutôt des temples de millions d'années, et il s'agissait de mieux comprendre exactement quelle était la réalité de ces monuments, et quelles étaient surtout leurs réelles fonctions. Donc les recherches que l'on mène au Ramesséum depuis maintenant 1991 ont permis de beaucoup mieux comprendre à quoi correspondaient finalement ces fondations royales. Des fondations donc, qui étaient évidemment réservées au culte du roi Ramsès II divinisé, bien sûr. Donc c'est là où il y a tout le travail qui a été fait justement dans le contexte de ce temple a permis de mieux appréhender en fin de compte la réalité de ces édifices. Voilà. Donc ça c'est tout le travail qui a été mené jusqu'à présent et qui a permis d'identifier tout un ensemble de quartiers. Et alors au cours de ces découvertes, bien évidemment, au cours de ces découvertes, on tombe sur des tranches d'histoire parfois beaucoup plus anciennes ou plus récentes. La tombe de Saint-Épivré que vous avez vu justement à l'écran, c'est un monument qui remonte évidemment au Moyen-Empire, donc qui se trouvait finalement sous le Ramesséum, donc une tranche d'histoire bien antérieure à l'histoire du Ramesséum lui-même. Mais là aussi, il faut savoir qu'après l'abandon du temple de Ramsès II, il y a eu d'autres tranches d'histoire, notamment au cours de la troisième période intermédiaire, c'est-à-dire à peu près vers l'an 50, l'an 75, 1075 avant notre ère. Et à cette époque-là, bien évidemment, ce monument de Ramsès II a été transformé en une immense nécropole sacerdotale, ce qui explique aussi que l'on retrouve des quantités de puits funéraires qui datent de cette époque. Donc voyez-vous, c'est tout un ensemble de strates archéologiques qu'il faut prendre en considération lorsqu'on travaille sur un monument que l'on pourrait croire être simplement un monument de Ramsès II. C'est un monument qui finalement contient énormément d'autres tranches d'histoire et il faut les étudier de la même façon. Combien d'années encore vous avez devant vous? Moi, personnellement, je ne sais pas encore. Mais disons qu'il y a la suite qui viendra, c'est-à-dire qu'il y a la jeune génération qui prendra le relais et qui, j'espère, continuera. Mais enfin, je pense qu'au Ramesséum, il y a quand même encore pour moi une bonne quinzaine, une bonne vingtaine d'années de travail encore, si on veut vraiment compléter entièrement la tâche qui nous est donnée jusqu'à présent, parce que c'est une immense concession archéologique, il faut bien le dire. Hein. Poser la même question autrement, quelle est la surface totale du site qui devrait être investigué et quelle est la proportion de ce qui a déjà été fouillé? Alors, le site fait plus de 10 hectares de recherche. Hein. C'est plus de 10 hectares de recherche, et on peut dire que pour le moment, on en a exploré pratiquement, je dirais, la moitié. La moitié. Alors, avec quand même aussi, il faut savoir, des soucis, parce que c'est un monument dont une partie présente un très gros problème, c'est le portail d'entrée de ce monument, ce qu'on appelle le premier pylône, qui est en très mauvais état. Et là, il s'agit de voir comment on peut sauver cette partie du monument. Alors là, il y a aussi, dans les années qui viennent, là, une possibilité probablement de coopération avec une équipe sud-coréenne, mais là beaucoup plus d'ingénieurs du génie civil, si vous voulez, qui pourraient prendre en charge éventuellement ce travail, avec un partenariat qui est celui franco-égyptien, pour ce qui est de l'expertise égyptologique. Voilà, donc voyez-vous, il y a des aspects à la fois qui sont des aspects de recherche, proprement dite, archéologique, égyptologique, et puis il y a aussi des aspects qui sont ceux de la restauration, de la conservation et de la valorisation du site. Donc il faut traiter de tous ces aspects finalement, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que lorsqu'on prend une concession archéologique en main, on ne peut pas se contenter simplement de fouiller. Il faut savoir qu'en Égypte, si on remet à une mission archéologique étrangère une concession archéologique, cette mission a le devoir aussi, non seulement de restaurer, mais de valoriser le site sur lequel elle travaille.
Donc voyez-vous, ce sont des facettes complémentaires qu'auparavant on n'avait pas à traiter. Aujourd'hui, il faut les traiter. Et tout ça avec le budget de la mission. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on a vu dans le générique avec un certain nombre de... Alors, on a quand même certaines sociétés, bien sûr, de grands renom qui nous ont aidés, qui ont participé à nos recherches et surtout pour tout ce qui était l'aspect technologique, notamment Vinci Construction, parce qu'il y a des sociétés françaises qui sont installées en Égypte, qui travaillent notamment sur de grands projets comme le métro du Caire, etc. Donc ces sociétés, très souvent, ne sont pas insensibles aux travaux que font les missions archéologiques françaises, et très souvent aussi les aident. Et il faut dire que Vinci, par exemple, comme la société Colas-Rail également, qui sont des sociétés qui appartiennent à un consortium, justement, travaillant sur des grosses opérations comme le métro du Caire, eh bien, ces sociétés nous ont aidés, nous ont apporté surtout, non pas une manne financière, mais tout ce qui était important sur le plan technologique. C'est-à-dire que si on avait un problème avec un monument au Ramesséum, là, ils pouvaient intervenir, ils pouvaient nous aider, nous apporter toute la logistique nécessaire, si vous voulez, pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. On s'aperçoit aussi qu'il y a une crise du mécénat un peu partout. Est-ce que vous allez être touché aussi par... Absolument. Là, il faut dire que là, nos prochaines missions sont avec des points d'interrogation pour le moment, parce qu'il faut savoir que le corona, évidemment, a entraîné de très gros problèmes au niveau du mécénat. Il y a beaucoup de sociétés qui, d'abord, ont fermé. Il y a beaucoup de sociétés qui ne peuvent plus comment faire du mécénat comme ils le faisaient auparavant. Donc c'est vrai que là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Je pense qu'on a ces problèmes-là non seulement en France, déjà à travers les sites archéologiques en France, mais on les a aussi à travers les sites archéologiques à l'étranger. Et il faut savoir que là, on va traverser une période qui va être certainement assez compliquée. Donc il va falloir essayer de trouver de nouveaux mécènes et voir quels sont ceux qui peuvent vraiment nous aider pour qu'on puisse continuer finalement ce beau travail qui est engagé depuis maintenant 1991, car ça fait depuis 1991 que nous sommes au Ramesséum. Et les autorités égyptiennes aident un peu quand même, financièrement ou non? Ben vous savez, l'Égypte connaît aussi de grosses difficultés financières, c'est pas évident, et on s'aperçoit que les ministères ont peu de moyens en Égypte. Les ministères ont très peu de moyens en fin de compte. Quand je vois le ministère des Antiquités, ben vous savez, c'est un gros problème depuis la révolution égyptienne. L'Égypte ne s'est pas vraiment remise, si moi, sur le plan économique de la révolution égyptienne. Même le tourisme a du mal à reprendre en Égypte. Alors c'est vrai qu'il reprend petit à petit, mais on n'est pas, si vous voulez, dans un tourisme qui était celui d'avant la révolution, bien évidemment. Et puis la crise sanitaire n'a rien arrangé. Puis là, en plus de ça, actuellement, la guerre qui est celle entre l'Ukraine et la Russie, ben, n'arrange rien non plus, parce qu'il faut savoir que l'Égypte dépendait énormément, si vous voulez, pour le blé, du blé russe et du blé ukrainien. Et bien là, il y a quand même des problèmes qui se profilent à l'horizon quand même, il faut le savoir. Donc tout ça n'est pas très engageant finalement pour les toutes prochaines années, en fait. Donc acheter les DVD. C'est ce que j'ai dit. Acheter les DVD. J'ai une question par rapport à l'ancienneté de la recherche sur le site. Alors, on sait que les premiers archéologues sont allés déjà en Égypte. Oui. Il y a eu un impact sur votre site? C'est-à-dire qu'ils sont passés. Ils sont passés. Vous savez, la première description archéologique que nous avons du Ramesséum remonte aux historiens de l'Antiquité grecque. C'est Hécaté d'Abdère, le premier, donc voyez-vous, ça remonte à loin quand même. Et puis Diodore de Sicile, qui au 1er siècle avant notre ère, est lui-même aussi venu à Thèbes et a parcouru les sites de Thèbes et avait visité ce monument qu'il appelait d'ailleurs le fameux tombeau d'Ozymandias. Bon. Et on a cherché pendant très longtemps où était ce tombeau d'Ozymandias, parce que lorsque les voyageurs occidentaux sont venus en Égypte et avaient en mémoire le récit de Diodore de Sicile, il s'agissait de retrouver le tombeau d'Ozymandias. Alors certains l'avaient placé à Karnak, d'autres à Luxor, dans le temple de Luxor, d'autres dans le temple de l'Aménophium, c'est-à-dire là où se dressent les colosses de même nom. Et puis finalement, il a fallu attendre les savants de Bonaparte. Vous savez que lorsque il y a eu l'expédition d'Égypte de Bonaparte, Bonaparte n'est pas venu uniquement avec des troupes, mais il était accompagné aussi
de 170 savants et artistes, et ceux-là, évidemment, ont parcouru les sites archéologiques, ont fait des relevés, sont passés au Ramesséum, et c'est d'ailleurs deux de ces savants qui accompagnaient Bonaparte, qui ont reconnu dans ce qu'est le Ramesséum, si vous voulez, le fameux tombeau d'Ozymandias, de Diodore de Sicile et d'Hécatélabdère. Donc c'est à partir de là qu'on a pu faire vraiment la jonction entre ces deux monuments. Et lorsque Champollion est venu quelques temps plus tard, en 1828-29, avec Rosellini, donc là c'était l'expédition archéologique franco-toscane, et bien là, Champollion a confirmé les dires de Jollois et de Villiers, c'est-à-dire de ces deux, finalement, polytechniciens qui avaient visité le Ramesséum au temps de Bonaparte. Donc on savait qu'on était dans le tombeau, le tombeau d'Ozymandias. Voilà. Et le nom de Ramesséum, d'ailleurs, c'est Champollion qui a donné le nom à ce temple, de Ramsès II. Alors voyez-vous, il y a eu toute une série, finalement, de voyageurs, de visiteurs, mais il n'y avait jamais eu de fouille, si vous voulez, systématique du monument. Les sols qui avaient commencé à le prospecter à la fin du 19e siècle étaient des Anglais, le fameux équipe justement de Puebla. Donc c'était des gens qui étaient très peu nombreux, hein, et ils avaient fait quelques prospections dans le temple, et c'est là où ils ont retrouvé la fameuse tombe de Seth Épibré, qui avait complètement disparu après. Voilà. Mais sur l'ensemble du site, vraiment les fouilles ont été faites à partir de 1991, et c'est là qu'on a pu petit à petit restituer une grande partie de l'histoire de ce monument en identifiant les différents quartiers. Parce qu'il y a les temples de pierre, bien entendu, le temple de Ramsès II, qui jouxte d'ailleurs un petit monument qui est celui de sa grande épouse royale Néfertari et de sa mère Toui. Donc il y avait un tout petit temple qui était côté nord, qui était accroché au Ramesséum. Et puis il y avait tout un ensemble de bâtiments en briques de terre crue autour, qui étaient les dépendances du temple. Et ces dépendances, on les connaissait mal. On ne savait pas, on parlait des magasins, bien sûr, mais c'était un terme bien vague. Donc il a fallu fouiller finalement tous ces bâtiments côté sud, et c'est comme ça qu'on a retrouvé les ateliers, qu'on a retrouvé les intendances, qu'on a retrouvé les cuisines, les boulangeries, les brasseries, qu'on a retrouvé la maison de vie, c'est-à-dire l'institution d'enseignement du temple, hein, l'école en quelque sorte. Il y avait aussi tout un complexe administratif, il y avait un palais royal, donc tout ça a pu être, si vous voulez, fouillé, entièrement identifié, restauré, valorisé. Et là, aujourd'hui, on s'attaque au côté nord de tout ce complexe économique et administratif. Et là, on est en train de dégager tout un ensemble de magasins. Donc, on a retrouvé notamment les magasins d'huile, les magasins où était entreposé le miel, les magasins où était entreposée la graisse. Vous voyez, on est en train, finalement, d'identifier tous ces quartiers du temple. Et ça, c'est ce qui permet de mieux comprendre comment fonctionnait ce temple et avec quel personnel il fonctionnait, si vous voulez. Voilà. Donc, il y a encore tout un travail encore qui est à mener, mais au fil du temps, on arrive à beaucoup mieux comprendre finalement l'organisation de ce monument et puis aussi toute la hiérarchie des fonctionnaires qui y travaillaient. De brillant exposé. Dans 2 ans, ce sera la vague 3e. Ben voilà, la 34e campagne. Thank you.